cas, moi, ce que j'attends, c'est que on organise la société et qu'on organise tous les moyens financiers qui sont produits dans ce pays dans le seul besoin, pour répondre aux seuls besoins essentiels de la population, des travailleurs, et pas, comme c'est le cas encore maintenant, dans l'intérêt de quelques-uns, d'actionnaires ou autres. Je me présente, je m'appelle Christian Jacquemin, je suis le président de l'Interpro de la FGTB de Verviers Oost-Belgium. Mais avant ça, je suis aussi le secrétaire régional de la centrale générale de la FGTB de Verviers. La centrale générale, c'est la plus grosse centrale de la FGTB. Et donc, avant ça, j'étais un simple ouvrier dans une entreprise pendant près de 18 ans. Les 7 dernières années de ces 18 ans, je suis devenu délégué suite aux élections sociales. Au départ, je ne me destinais pas du tout à être délégué syndical, mais étant donné que je réagissais souvent aux injustices dans l'entreprise, les délégués en place sont venus me chatouiller pour que je devienne, en tout cas que je me mette sur les listes. Et ce que j'ai fait alors aux élections de 2000, et je suis devenu délégué syndical. Alors on a vécu beaucoup de restructurations, beaucoup de soucis, ce qui fait que très vite, mes collègues plus anciens, plus âgés que moi sont partis en pré-pension ou autre, et donc je me suis très vite retrouvé le délégué principal de cette entreprise, une entreprise du métal, et en 2007, j'ai reçu une demande pour poser ma candidature et passer un examen pour devenir l'adjoint de Marc Bourguet, qui était le secrétaire régional de la centrale générale de l'époque. Et donc, j'ai posé ma candidature et j'ai réussi l'examen et donc je suis devenu son adjoint. Malheureusement, ça c'était au mois de juin. Malheureusement, au mois de novembre, Marc Bourguet décédait, donc j'ai repris le titre le mandat de secrétaire régional, donc le responsable de la centrale générale de Verviers. Et par la suite, je suis devenu en 2011 président de l'interprofessionnel de la FGTB de Verviers Oost-Belgium. La situation et le contexte avant la crise du Covid dans les entreprises de notre arrondissement et pour ma centrale n'était pas très différent de celle que l'on connaît maintenant, à la différence près qu'on ne connaissait pas ce que c'était un secteur dit essentiel à la nation ou autre. Et donc, on n'avait pas d'entreprise particulièrement en difficulté, où il y avait des problèmes ou des suspicions de restructuration ou de fermeture. Ça n'a pas beaucoup changé depuis lors. Donc, je vais dire, on avait des entreprises et des secteurs, puisqu'on s'occupe de beaucoup de secteurs différents, qui étaient relativement sains et dont les entreprises vivaient relativement bien et en tout cas n'émettaient pas des signaux de difficulté. Comment est-ce que j'ai vécu la crise sanitaire personnellement? Ça, c'est une très bonne question parce que j'aurais peut-être plusieurs axes de réponse. La première, au niveau professionnel, ça a été un changement assez radical de travail puisque tout un tas de réunions en journée ou en après-journée se sont arrêtées du jour au lendemain, beaucoup de déplacements en moins, mais par contre au niveau de la centrale, beaucoup d'implications pour essayer d'aider au maximum nos délégués, nos affiliés dans les entreprises parce que c'était un petit peu la panique avec le chômage, avec ce qu'on pouvait faire, pas faire, toutes les mesures qui étaient à prendre dans les entreprises. Donc on était fort sollicité sur très peu de temps et il fallait essayer de répondre effectivement et d'aider nos délégués, nos affiliés sur le terrain, voire même appeler l'inspection quand c'était nécessaire, etc. Donc c'était un peu une facette un peu différente du travail habituel. Et moi, j'ai pas été du tout confiné puisque j'ai dû beaucoup quand même circuler pour apporter des documents, pour aider nos délégués sur place, pour participer à des réunions qui étaient quand même organisées dans des conditions parfois un peu limites, mais vraiment pour aider, et même parfois aider aussi les entreprises qui ne savaient plus très bien ce qu'ils devaient faire. Avec le chômage, est-ce que c'était du chômage force majeure, Covid ou pas? Donc voilà, il y a tout un contexte assez, je vais dire assez intense, mais qui était aussi quelque part très valorisant parce qu'on avait vraiment l'impression de faire quelque chose dans une situation très particulière. Et alors, plus personnellement, en tant
que Belge et en tant qu'individu de la société en Belgique, j'avais quand même quelques cercles, pas très étendus, mais voilà, pour mon bien-être psychologique, j'avais besoin effectivement de rester en contact avec des amis. Heureusement, on pouvait encore circuler en moto, et donc c'est une de mes passions. Donc, ça me permettait effectivement d'évacuer, de quand même circuler, de voyager un peu partout en Belgique sans prendre des risques, puisqu'on on est quasiment seul sur sa moto. Voilà, je me suis arrangé pour effectivement ne pas trop dépérir psychologiquement de cette pandémie, de cette privation de liberté qu'on a connue depuis le mois de mars. Mais je me doute que pour pas mal d'autres personnes, ça a dû être très très compliqué s'ils devaient effectivement respecter ça à la lettre. Quels sont les retours que j'ai du terrain, de la part de nos délégués, de nos affiliés? Ben, tout d'abord, un peu la panique au départ, on peut se demander ce qu'on pouvait faire. D'abord, certains n'y croyaient pas, d'autres étaient vraiment très pointilleux, très, très, très alarmés de la situation. Et donc, par la suite, ça s'est un peu calmé, ça s'est un peu rentré dans, dans l'ordre, je vais dire, parce que on a commencé à comprendre vers où on allait, ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Et les délégués sur le terrain ont pu mettre en place progressivement un certain nombre de choses, aussi imposer aux employeurs certaines mesures, mais aussi le maintien, et ça a été peut-être un des trucs les plus durs sur lesquels moi j'ai dû vraiment taper sur la table, auprès de certains employeurs en tout cas, c'est les aider à ce que les instances de concertation dans l'entreprise fonctionnent, et plus particulièrement le CPPT, qui est l'organe qui s'occupe de la sécurité et de la protection des travailleurs dans les entreprises. Les employeurs disant on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se réunir, donc on ne fait pas la réunion, alors que c'était justement plus que nécessaire. Et à l'heure actuelle, ben, le retour que j'ai, c'est que dans pas mal d'entreprises, contrairement à ce qu'on peut annoncer et ce qu'on peut entendre un peu partout pour certains secteurs dont on ne s'occupe pas, nous particulièrement à la Centrale Générale, c'est que certaines entreprises sont très bien vécues financièrement et que les résultats sont plus hauts que ce qui s'était espéré début d'année 2020 grâce à cette pandémie qui ont fait que leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices ont fortement augmenté pendant l'année 2020 et ça continue toujours ici en 2021. Alors qu'est-ce que le Covid change plus particulièrement pour les travailleurs dans les entreprises? Ben, c'est d'abord toute une procédure souvent d'accès à l'entreprise avec du gel, avec des fois la prise de température, avec le port du masque, avec des contacts qui sont différents entre personnes puisqu'on ne peut plus se rassembler à moins d'un mètre cinquante, etc. Donc ça c'est déjà une grosse contrainte. L'autre contrainte, c'est effectivement, pour une partie d'entre eux du moins, pas mal de chômage économique avec des pertes de revenus, puisqu'ils n'ont pas leur salaire plein, qu'on a essayé de compenser soit dans les secteurs, soit directement avec des accords dans les entreprises, avec des compensations financières de part et d'autre, enfin de certaines sortes, pour essayer effectivement qu'ils perdent le moins, et aussi s'assurer que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient mis en chômage et qu'il y ait une forme d'équité dans les rôles de chômage, ce qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre puisque les compétences ne sont pas les mêmes d'un travailleur à l'autre. Donc voilà, ça c'est un petit peu toute la difficulté que les travailleurs ont pu ressentir. Mais c'est aussi, pour certains autres, beaucoup plus de pression parce qu'il y avait plus de charges de travail, qu'il fallait absolument produire. C'est peut-être contrario du chômage économique, c'est des heures supplémentaires en plus, c'est une charge de travail, charge psychologique aussi, puisqu'il y a toutes les procédures à respecter. Donc, c'était quand même une période assez particulière, assez éprouvante. Et pour le moment, dans certaines entreprises, on essaye de mettre en place des systèmes de sécurité et de surveillance contre lesquels on doit essayer effectivement de se battre parce que c'est aussi une manière d'entrer dans un système de surveillance des travailleurs qui peut se perdurer par la suite et avoir des conséquences néfastes, pas seulement en période de Covid, mais aussi en dehors, quand on en sortira, en tout cas je l'espère. Qu'est-ce que j'attends de l'après-Covid? Alors, j'attends beaucoup de choses. J'attends que le monde d'après-Covid ne soit pas le même d'avant Covid. Malheureusement,
les signaux qui nous sont envoyés ces derniers temps ne vont pas dans le bon sens, mais en tout cas, moi, ce que j'attends, c'est que on organise la société et qu'on organise tous les moyens financiers qui sont produits dans ce pays dans le seul besoin, pour répondre aux seuls besoins essentiels de la population, des travailleurs, et pas, comme c'est le cas encore maintenant, dans l'intérêt de quelques-uns, d'actionnaires ou autres, parce que effectivement, on découvre qu'en 2018-2019, quand on voit les chiffres des entreprises, il y a énormément d'entreprises qui sont aidées financièrement par l'État, donc par nos deniers publics, et qui redistribuent pas mal de dividendes, voire plus de dividendes que ce qu'il y a de bénéfices dans l'entreprise aux actionnaires, alors qu'on demande beaucoup d'efforts aux gens, que certains vont perdre leur job parce qu'il y a des secteurs effectivement qui sont en difficulté, qui ne vont pas s'en sortir facilement. Et donc, moi, j'attends de l'après-Covid que tous les moyens soient orientés pour les réels besoins de la population et pas pour le besoin de quelques-uns. Qu'est-ce que je pense des négociations à venir concernant l'AIP, l'accord interprofessionnel? D'abord que ça débute très mal et que, contrairement à ce que j'ai dit avant, on ne s'oriente pas vers les réels besoins de la population et des travailleurs. Et donc, tout d'abord, je pense qu'on doit travailler avec une loi pour négocier cet accord interprofessionnel. On doit travailler avec une loi de 96 qui ne tient absolument pas compte de la situation réelle des entreprises. Alors, il y a des secteurs qui vont mal. Là, c'est logique qu'à un moment donné, on ne négocie pas des avancées salariales ou d'autres avantages extraordinaires. Mais il y a des secteurs, comme je l'ai dit, qui vont super bien, qui vont même mieux depuis la pandémie. Et là, il serait absolument impensable de dire on va se limiter, on va modérer les salaires, alors qu'on va distribuer un paquet de pognon aux actionnaires, aux propriétaires des entreprises. Et donc, cette loi, déjà, elle n'a pour moi plus aucun sens parce qu'elle ne tient pas compte de la réalité, elle tient juste compte d'une compétitivité qui est estimée par rapport aux pays voisins et qui est non mesurable, en tout cas, depuis cette pandémie. Je ne sais pas comment on peut faire pour estimer comment les salaires des pays voisins vont évoluer pour déterminer le nôtre. Ça, c'est la première chose. Et donc, cette norme, la norme qui est devenue impérative suite à l'imposition du gouvernement Michel en 2017, cette norme qui est impérative et maximum, parce que c'est pas impératif et c'est pas quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser, mais qu'on n'est pas sûr d'avoir quand même. Cette norme, pour moi, elle doit ne plus être impérative, elle doit être, comme par le passé, une sorte de référence autour de laquelle on doit tourner. Donc, ça doit être un indicateur d'un pourcentage d'augmentation de salaire à estimer et variable en fonction des situations réelles de terrain et des possibilités des entreprises à augmenter les salaires ou pas de leurs propres travailleurs. Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que ces négociations commencent très mal puisque la norme elle est à 0,4 et donc c'est une norme maximum, donc pour nous c'est impensable de l'autoriser, mais le patronat se sert en plus d'une autre loi qui n'a rien à voir avec l'accord interprofessionnel, qui est la liaison des allocations sociales au bien-être, qui devait être normalement réglée dans le courant du mois de septembre par le gouvernement, qui attendait un avis unanime des interlocuteurs sociaux, et le patronat, une fois encore, de manière très décomplexée, dit « moi je ne donne pas d'avis, je veux me servir de ça comme contre-argument pour que vous modériez vos prétentions salariales ». Ça, c'est absolument pour moi incompréhensible de la part du gouvernement qu'ils acceptent de rentrer dans ce jeu-là, encore une fois, parce que ça n'a aucun rapport, puisque ça ne coûte rien aux employeurs. Il y a une enveloppe qui est décidée dans le budget de l'État, qui est destinée à augmenter ces allocations sociales et qui doit servir à tout le mois de suivre une évolution du coût de la vie et a fortiori rester ou devenir au-dessus du seuil de pauvreté, ce qui n'est pas le cas pour le moment pour toutes les allocations. Ça, on doit absolument sortir ça du cadre
Et le gouvernement doit prendre position en disant voilà comment on va attribuer cette enveloppe et augmenter telle allocation de telle manière, etc. Et ne plus laisser ça dans les mains du patronat pour qu'il puisse jouer avec. Ça, pour moi, c'est les deux impératifs avant de pouvoir négocier, de commencer vraiment sérieusement à négocier. Ça prend malheureusement pas cette orientation-là. Et donc, je ne suis pas tellement optimiste par rapport aux résultats futurs, mais j'espère tout le moins là on a une opportunité, on a clairement des éléments qui font que cette norme elle ne peut pas rester telle qu'elle est à 0,4 et de manière maximum, elle doit être au minimum de 0,4 indicatif. Je dis bien au minimum au 0,4 indicatif, mais en tout cas, laisser plus de liberté aux travailleurs, aux entreprises et au secteur de pouvoir négocier en fonction de la réalité du terrain, puisque je le rappelle, certaines entreprises vont mal, mais certaines entreprises ont vachement bénéficié de cette pandémie et de cette période qu'on a dit compliquée pour certains, mais qui a été très profitable pour d'autres.